Salut Sam! Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne pas mal de monde au Québec. L'énergie pour les chalets, les pourvoiries, tous ces endroits un peu isolés. Oui, on parle de plus de 137 000 sites quand même. C'est énorme. Des endroits qui sont pas branchés sur Hydro-Québec. Exactement. Et qui tournent souvent avec des génératrices. Bruyantes, polluantes ou au propane. C'est ça. Alors, on va explorer une solution qui gagne du terrain. Le solaire photovoltaïque. Et on a trouvé des outils super bien faits, développés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui, un guide pratique et même un site web monchaletvert.com. C'est une collaboration entre le Conseil régional de l'environnement, le CRED, et des experts techniques du Cégep de Jonquière. Avec le Centre Terre. Et c'est financé en partie par la Société du Plan Nord. C'est du solide. Notre but, c'est simple. Vous donner les clés, les conseils pratiques, tirés de ces ressources. Pour ceux qui rêvent d'autonomie énergétique, voilà. Comment on évalue ses besoins, comment on choisit le bon matos, comment on dimensionne tout ça sans se planter. On va essayer de démystifier un peu tout ça. Bon, alors, j'imagine que la première question, c'est combien de panneaux solaires il me faut? Non? Eh bien, c'est le réflexe de tout le monde. Mais en fait, non. La toute première étape, et c'est vraiment le plus important d'après les sources, c'est pas la production, c'est la gestion de ce qu'on consomme. Ah bon? Gérer avant de produire? Exactement. Avant de penser à faire de l'électricité, faut savoir de combien on a vraiment besoin. Et surtout, comment on peut réduire ce besoin. L'efficacité d'abord. D'accord. Donc, on fait le tour du chalet, on liste tous les appareils. C'est ça. Et on regarde si on peut pas faire mieux. L'exemple de l'éclairage, il est parlant. Une ampoule LED de 14 watts. Ça éclaire autant qu'une vieille ampoule à incandescence de 100 watts. Pour 1500 lumens, c'est pareil. Mais c'est 7 fois moins d'énergie. Ah ouais, c'est énorme comme différence. Et ça chauffe moins aussi, j'imagine. Beaucoup moins. Donc, à l'échelle d'un chalet, si tu changes toutes tes ampoules, l'économie elle est substantielle. Et ça s'applique à d'autres trucs? Carrément. Pour la cuisson, par exemple. Le propane, c'est souvent plus judicieux que l'électrique en site isolé. Les outils, privilégiez ceux à batterie. Ok. Et les appareils qui restent en veille, ces fameuses charges fantômes, ça faut les traquer, débrancher ou utiliser des multiprises avec interrupteur. Et un point super important, le chauffage électrique avec du solaire hors réseau. Oui, c'est pas une bonne idée. Disons qu'il faut oublier pour un système de taille raisonnable. C'est beaucoup, beaucoup trop gourmand en énergie. Pour se chauffer, c'est plutôt un bon poêle à bois, certifié EPA si possible. EPA, ça garantit une combustion plus propre, plus efficace. Exactement. Ou alors le propane. Mais surtout, une bonne isolation du bâtiment. Ça, c'est la base. Et le site monchaletvert.com, il aide à faire ce bilan, c'est ça, pour les petites installations? Oui, il propose un outil pour faire cet inventaire, estimer sa consommation. C'est un bon point de départ. Ok, une fois qu'on a bien réduit sa conso, là on passe au dimensionnement du système solaire. Voilà. Là, on peut commencer à calculer. L'idée, c'est que la production des panneaux corresponde à peu près à ce qu'on consomme chaque jour. Mais attention, Attention à quoi? à l'ensoleillement. Il varie énormément. Et il faut aussi penser au stockage, donc aux batteries. D'accord. Donc les composants clés, c'est panneau, batterie, et entre les deux, il y a. Il y a le contrôleur de charge qui gère l'énergie qui va des panneaux vers les batteries. Et l'onduleur, qui transforme le courant continu des batteries en courant alternatif pour nos appareils. Le contrôleur, on entend parler de MPPT. C'est mieux ça. Oui, le MPPT, c'est plus efficace que les anciens PWM. C'est un peu plus cher, mais ça va vraiment optimiser ce que tu tires de tes panneaux. Surtout quand la météo est changeante ou que les batteries sont basses. Ça vaut souvent le coup. Et l'onduleur, sinus pur, c'est important. Ah oui, ça c'est quasi indispensable aujourd'hui. Surtout si on a des appareils électroniques, ordinateurs, télé, même certains frigos modernes. Un onduleur à ondes modifiées, ça peut les endommager ou mal les faire fonctionner. Donc, sinus pur, c'est la sécurité. Compris. Et les batteries, on voit AGM, lithium. C'est quoi la différence? Alors, chaque techno a ses avantages et inconvénients. Le plomacide, comme l'AGM, c'est éprouvé moins cher à l'achat. Mais il ne faut pas les décharger à plus de 50% si on veut qu'elles durent. Ok. Et le lithium, Le lithium, c'est plus cher, mais c'est plus léger. Ça dure plus longtemps en nombre de cycles et on peut les décharger beaucoup plus, parfois jusqu'à 80%. Donc, à long terme, ça peut être rentable. Faut bien calculer. et l'ensoleillement, tu disais que ça variait beaucoup. Ah oui, l'exemple du Saguenay dans les sources est frappant. En juin, t'as en moyenne plus de 6 heures d'équivalent plein soleil par jour pour charger tes batteries. Pas mal. Mais en décembre, c'est à peine 1 heure. Donc, la production en hiver est beaucoup, beaucoup plus faible.
Faut en tenir compte dans le dimensionnement, prévoir assez de batteries pour tenir quelques jours sans soleil, surtout l'hiver. D'accord, donc un système bien pensé dès le départ, c'est essentiel. Et l'entretien après, c'est compliqué? Non, pas vraiment. C'est surtout du bon sens. Les panneaux, faut les garder propres. La poussière, le pollen au printemps, la neige en hiver, ça réduit la performance. Faut monter sur le toit pour nettoyer? Ça dépend de l'installation. Parfois, un manche télescopique suffit. Faut aussi vérifier l'orientation, toujours plein sud idéalement, et l'inclinaison. On peut l'ajuster un peu entre l'été et l'hiver pour optimiser. Il y a une règle pour l'inclinaison? Une règle simple, c'est d'incliner à un angle égal à sa latitude, plus ou moins 15 degrés. Plus incliné l'hiver pour capter soleil bas, moins l'été. Mais le plus important, c'est d'éviter toute ombre. Même une petite branche qui fait de l'ombre sur un coin de panneau, Ça a un gros impact? ah oui, ça peut réduire la production de tout le panneau, voire de toute une chaîne de panneaux. C'est fou, mais c'est comme ça. Zéro ombre, c'est la clé. Et les batteries, faut les surveiller aussi. Oui, le contrôleur de charge donne souvent le niveau, mais c'est bien de vérifier de temps en temps. Surtout, respecter les limites de décharge. 50% pour plomb, 20% pour lithium. En gros, ça prolonge leur vie. Ok. Et nettoyer les bornes si elles s'oxydent? Exact. Un peu de nettoyage. Si on a des vieilles batteries plomb acide ouvertes, faut vérifier le niveau d'eau dedans et rajouter de l'eau distillée uniquement, jamais d'eau au robinet. D'accord. Bon, si on essaye de résumer tout ça, pour réussir son passage au solaire en site isolé, la recette c'est 1. Maîtriser sa consommation, être super économe. C'est la base de tout. 2. Bien dimensionner son système, panneaux, batteries, tout ça, en fonction de ses besoins réduits et de l'ensoleillement local. Exactement. Ni trop gros, ni trop petit. Et 3. Un minimum d'entretien régulier pour que ça reste performant. Voilà. C'est pas sorcier, mais ça demande de la méthode. Et l'outil monchaletvert.com, encore une fois, c'est vraiment une bonne aide pour démarrer cette démarche pour son propre projet. Super. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Si de plus en plus de gens en site isolé adoptent cette approche, cette conscience aiguë de chaque watt consommé, Hmm. est-ce que ça ne pourrait pas, un peu par contagion, nous influencer tous, même ceux qui sont branchés sur le grand réseau Hydro-Québec, nous rendre plus attentifs à notre propre consommation d'énergie au quotidien? Ah, c'est une excellente question. Si l'autonomie énergétique des uns inspirait une forme de sobriété choisie chez les autres, ce serait pas mal, hein? Une piste intéressante à creuser. Absolument. Une pensée à méditer.